Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci déjà à Alcazar de nous avoir reçus et aussi à Michel Potodis qui s'est beaucoup démené pour organiser cette journée, oui, qui a commencé ce matin effectivement dans le cadre de notre propre association d'éducation populaire qui s'appelle DAJA, qui intervient donc dans toute la France là, depuis une dizaine d'années pour essayer de transmettre justement des connaissances qui viennent des sciences sociales dans des langages qui sont plus accessibles à ceux qui ne lisent pas les bouquins. Voilà un petit peu le principe qu'on avait adopté au départ. Alors j'y reviendrai tout à l'heure dans ma conférence, parce que c'est une des questions que j'aborde quand on réfléchit aujourd'hui disons, aux formes que prend l'idéologie, c'est-à-dire comment des idées qui parfois sont complètement à la fois fausses et dangereuses peuvent quand même toucher un grand public. Il faut aussi s'interroger sur les modes de communication. Et c'est souvent une chose que les intellectuels maîtrisent mal, parce qu'il y a une sorte de je ne vais pas dire d'ethnocentrisme des intellectuels, mais la croyance que le monde entier, c'est comme une salle de classe, etc., qu'il suffit d'avancer des arguments. Or, ça ne se passe pas comme ça. Enfin, moi, c'est le produit aussi de ma longue expérience dans ce domaine-là. Donc, voilà, aujourd'hui, je vais vous parler donc de cet ouvrage qui est publié il y a 2 ou 3 ans, donc, qui s'appelle vous voyez là le titre, le venin dans la plume, et puis surtout le sous-titre est important, la face sombre de la République, parce que je pense que voilà, des personnages comme dont je vais parler, Drummond au fin 19e siècle ou Zemmour actuellement, ne sont pas extérieurs à la République. Hein. C'est justement la part sombre, c'est les contradictions de l'histoire républicaine qui en fait joue et persiste encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut s'interroger, on le fera peut-être, si vous voulez bien, dans la discussion tout à l'heure, sur la notion même de valeur républicaine qui est constamment employée aujourd'hui, mais qui peut être interprétée dans des sens complètement différents. Je voulais dire d'abord, c'est pourquoi je me suis lancé dans un travail comme celui-là, parce que j'avais beaucoup de collègues qui me disaient mais qu'est-ce que tu vas aller perdre ton temps à faire une analyse des textes de Zemmour, vous voyez, il y a une sorte de... Voilà. Mais en fait, moi, c'est parti pas dans le souci d'aller réfuter les écrits historiques, si on peut parler comme ça, puisque Zemmour se dit historien, ou il est présenté comme historien dans certains milieux, alors même qu'il n'a absolument aucune des compétences qui fait l'historien en tant que spécialiste, chercheur ou enseignant, qui n'a jamais été aux archives, etc. Donc c'était pas à ce niveau-là, mais c'était surtout parce que, comment dirais-je, c'est un livre qui est né chez moi d'une sorte d'indignation, un sentiment d'indignation. Un sentiment d'indignation parce que lorsqu'il a publié son livre, je crois que ça datait de 2018, il s'en prenait justement à notre corporation, je dirais, à notre métier, en présentant donc les universitaires qui critiquent ces thèses comme une sorte de mafia, hein, une mafia qui serait aux ordres du pouvoir, et à toute une série de qualificatifs insultants comme islamo-gauchistes, etc., enfin, qui après sont beaucoup diffusés, et que je ressentais, moi, comme une sorte d'insulte au métier que je fais depuis longtemps, auquel je crois encore, et qui a été pour moi aussi le produit d'une longue maturation, puisque je n'étais pas destiné, de par mes origines sociales, à devenir universitaire. Et donc, c'est surtout voilà, une volonté de défendre la dignité de ce métier d'enseignant-chercheur qui est né le désir de faire ce travail. Mais au lieu de le faire justement, enfin ça n'empêche pas hein, de le faire en tant que citoyen, politiquement, bien sûr, et là je l'ai voulu le faire avec les outils propres à notre métier, à nos métiers. Moi je suis à une double formation d'historien et de sociologue, donc je me définis comme socio-historien, pour justement aller analyser de plus près les discours de ce polémiste et les restituer dans une longue histoire, donc l'histoire qui commence à mes yeux avec la Troisième République, donc dans les années 1880, une période pour moi tout à fait essentielle sur laquelle j'ai beaucoup travaillé.
en comparant, parce que moi j'avais beaucoup travaillé justement aussi sur puisque je suis spécialiste d'histoire de l'immigration, j'avais travaillé beaucoup sur l'histoire de la xénophobie, du racisme, de l'antisémitisme, et donc notamment sur un personnage sulfureux de la fin du XIXe siècle qui s'appelait Édouard Drummond, qui est, je dirais, celui qui a joué un rôle majeur dans la diffusion et même la construction politique de l'antisémitisme en France à la fin du XIXe siècle. Et donc je retrouvais dans les discours, dans les polémiques instrumentées par Zemmour, des choses que j'avais rencontrées comme ça dans mes recherches sur Drummond. Et donc l'idée, pour moi, ça a été de comparer mes textes en main, les propos de l'un et de l'autre pour voir finalement quels étaient les points communs, quelles étaient les différences. Donc c'est autour de ça que tourne ce livre. Donc, bon, je ne voudrais pas parler trop longtemps, mais je vais pointer comme ça un certain nombre d'éléments autour de cet axe-là, de points communs, différences entre les deux. Eh bien, on peut dire qu'on a là, Drummond et Zemmour, deux grandes figures de polémistes, hein, c'est-à-dire des gens qui ont une formation de journalistes et qui se transforment en polémistes, c'est-à-dire intervenir dans l'espace public avec des thèses extrémistes qu'on qualifie d'extrême droite et qui rencontrent un certain succès. Et quand on compare un petit peu les points communs, eh bien on s'aperçoit que au-delà des individus, il y a des contextes qui sont assez proches entre la fin du XIXe siècle et aujourd'hui. Ce contexte qui m'a paru frappant au niveau des points communs, c'est on est à deux moments dans l'histoire contemporaine de la France où se produisent des révolutions de la communication. Et j'accorde une grande importance au mode de communication pour transmettre les messages, parce que c'est justement comme ça qu'on fabrique des idéologies et que des gens vont croire à telle ou telle chose. Bon. Et là, alors évidemment, il faut bien voir les différences, mais qu'est-ce qui se passe à la fin du XIXe siècle? C'est un moment très important, parce que c'est à ce moment-là que s'impose la presse de masse, avec les lois républicaines de Jules Ferry, notamment sur l'école laïque gratuite obligatoire, et surtout la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Une chose qui m'avait frappé, si vous voulez, c'est que la France juive d'Édouard Drummond, qui est un pavé de 1200 pages rempli de haine antisémite complètement absurde, qui va devenir un best-seller, le principal best-seller de la Troisième République sur le plan politique, eh bien, il a été publié 5 ans après la loi sur la liberté de la presse. Donc ça m'interrogeait. Je me disais, comment se fait-il donc qu'une loi aussi généreuse, aussi démocratique, que donner la liberté d'expression, puisse aboutir à une sorte de contraire comme ça quelques années plus tard? Et cette révolution de la communication qui se produit à ce moment-là, je dirais, c'est la pénétration du capitalisme dans le champ de l'information. Parce que grâce à ces lois donc démocratiques de la Troisième République, c'est ce que j'ai appelé l'intégration des classes populaires au sein de l'État-nation. C'est vraiment à ce moment-là que se produit l'intégration des classes populaires, avec toute une série d'aspects positifs, effectivement, c'est-à-dire l'épanouissement de la citoyenneté, la possibilité pour tous les Français de tous les milieux sociaux de participer à la vie politique, de voter, etc., et puis de lire le journal. Le journal pénètre dans tous les milieux sociaux et l'espace public, ce qu'on appelle l'espace public, se reconfigure à ce moment-là grâce à la presse. Alors qu'auparavant, sous le Second Empire, les lois étaient restreintes, il y avait une atteinte aux libertés, le nombre de lecteurs était beaucoup plus limité, etc. Donc il y a vraiment un moment fondamental dans ce que j'ai appelé, moi, la nationalisation de la société française. C'est d'ailleurs un thème d'actualité, je suis en train de retravailler là-dessus en ce moment avec cette loi sur l'immigration qui vient d'être adoptée, tout le discours sur la préférence nationale, on voit en fait qu'il naît à ce moment-là, dans les années 1880. Donc la structure de base, c'est cette intégration donc sociologique, on pourrait dire sociale, de tous les milieux sociaux au sein de l'État-nation. Et la naissance de nouveaux journaux, des journaux de masse qui peuvent avoir à l'époque plus d'1 million de lecteurs. Il n'y a pas la télé, évidemment, ni la radio, mais la presse devient un organe de masse. On a 4 grands journaux à l'époque, 4 grands quotidiens qui, à eux seuls, captent la moitié du lectorat
français. Donc, on a toute une série de mutations qui se produisent à ce moment-là, avec la mise en place de ce qu'on appelle l'actualité, avec une hiérarchie des problèmes dont il faut parler, etc., que tout le monde connaît, etc., etc. Ça, c'est l'infrastructure. Et c'est à l'intérieur de cette infrastructure que des gens comme Drummond vont donc réussir à imposer leur petite voix néfaste, leur venin dans la plume, comme je le disais. Et ça m'a paru intéressant à comparer avec ce qui s'est produit dans la période récente, puisque quand on regarde l'émergence de Zemmour au cœur de l'actualité, ça coïncide à peu près avec la mise en place des chaînes d'infos en continu, hein, la TNT, etc., les chaînes d'infos en continu et les réseaux sociaux. On a là une mutation qui, je crois, est très importante. On n'a pas peut-être encore assez d'études là-dessus. Je pense que nous vivons des bouleversements très importants du point de vue de l'infrastructure communicationnelle. Et que ça a des effets, voilà, y compris politiques, pas rien qu'en France, on le voit bien malheureusement. Donc on est là, oui, un gars comme Zemmour, on peut dire, il a été promu au premier plan de l'actualité, un peu pour des raisons comparables avec celles de la fin du XIXe siècle, et c'est en lien avec le capitalisme, évidemment, parce que ces grands journaux dont je vous parlais de la fin du XIXe sont des sociétés par action. Sont des journaux qui sont, voilà, il y a des actionnaires, il faut faire du profit, donc il faut élargir le public, on cherche des recettes pour pouvoir avoir de plus en plus de gens qui le lisent, et c'est à ce moment-là qu'on découvre que quand vous faites une grande place aux faits divers, aux crimes, ça marche, ça attire des gens. C'est pour ça que j'ai appelé ça la fait diversion de la politique. C'est-à-dire, on voit bien comment le récit de faits divers va progressivement pénétrer pour capter des lecteurs, pour jouer sur leurs émotions, et que quelqu'un comme Drummond va exploiter ça à fond pour attirer à lui un certain nombre de gens. Et c'est ce que fait aussi Zemmour, enfin, avec toutes les controverses, les polémiques, etc. J'y reviendrai tout à l'heure, mais on est un peu dans cette logique. Les réseaux sociaux, on voit bien que ça fonctionne principalement à coup d'émotion, à coup de... Et regardez les chaînes d'infos en continu, tous les soirs, vous ouvrez votre télé, vous avez droit à la dernière catastrophe, aux inondations, aux crimes, aux pédophiles, etc., etc. Ça a pris une ampleur d'ailleurs bien plus grande que ça ne l'était au XIXe siècle. Donc on est confronté à ça, et alors on peut avoir, nous, un regard critique. C'est vrai qu'on peut toujours se dire, je ne regarde pas ça, je vais aller lire, je ne sais pas, Le Monde ou Mediapart. Oui, mais au niveau de l'ensemble de la population, au niveau, vous voyez, de ceux qui vont faire les décisions électorales les plus nombreux, eh bien, ces chaînes-là, elles ont un rôle majeur parce qu'elles drainent un public très important. Alors, autre point commun qui m'a frappé aussi, en comparant donc à plus d'un siècle d'intervalle Drummond et Zemmour, c'est qu'ils ont des proximités biographiques. Quand on fait une petite sociologie de ces personnages-là, on s'aperçoit bien que tous les deux sont d'origine assez modeste. Le père de Drummond était ouvrier. C'est un ouvrier qui avait fait même la Révolution de 1848, hein, qui venait du Nord, s'était installé à Paris, etc. On sait, Zemmour l'a assez répété, qu'il avait habité en banlieue parisienne, etc., donc, bon, qui était aussi d'un milieu assez modeste. Et ce sont des gens qui ont des trajectoires comme ça, journalistiques, qui au départ ne sont pas terribles. Hein, sont pas terribles, ils sont un peu en marge de l'establishment journalistique de leur époque. Et ils votent à gauche. Drummond aussi votait à gauche, était de gauche, se disait de gauche au départ. Et on sait... Zemmour l'a répété, qu'il avait voté Mitterrand, etc., au début de sa carrière et tout. Bon, bref. Et progressivement, ils vont évoluer et donc se constituer, vous voyez, une notoriété en ralliant les structures politiques ou les organes politiques de droite et d'extrême droite, conservateurs, disons. Alors pour Drummond, ça va être par le biais du catholicisme, c'est-à-dire la droite catholique. Il va devenir journaliste dans un journal catholique intégriste, hein, vraiment de droite, hostile à la République, etc. Et c'est là qu'il va progressivement construire sa notoriété et obtenir aussi ses soutiens. Parce que la question des réseaux est très importante. Hein. Et si on prend Zemmour, eh bien c'est pareil, il va commencer, enfin beaucoup grâce aussi à la télévision, au départ chaîne publique, et puis ensuite, voilà, il va avoir son émission sur CNews, ces chaînes, toutes ces médias qui sont contrôlés par Bolloré, donc on est là directement au cœur du capitalisme le plus dur et le plus puissant aujourd'hui par rapport aux médias. Alors, je passe maintenant à un deuxième point,
où on va voir aussi beaucoup de points communs. C'est, je dirais, dans les deux cas, quand on lit leurs ouvrages ou leurs articles, etc., on s'aperçoit que leur fond de commerce, c'est pour ça que j'insiste sur le mot rhétorique dans ce livre, hein, la rhétorique, c'est l'art de convaincre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour convaincre des gens, hein? Et ils vont trouver, Drummond, évidemment, le premier, polémiste à jouer sur cette corde-là, ce que j'appelle la fabrique d'une histoire identitaire. C'est donc la logique identitaire qui va jouer un rôle majeur dans leur carrière. Alors, je vais vous donner un certain nombre d'éléments là-dessus, en passant assez vite. Une histoire identitaire, c'est, si vous voulez, une histoire qui met en scène des personnages. Vous avez des personnages qui s'affrontent et qui sont construits autour d'un personnage qui peut être à la fois un héros et une victime, c'est le français. Donc ça, c'est le point fondamental qu'on retrouve chez les deux. Il y a le français. Le français, donc, et les polémistes parlent au nom du français. Ça, on le voit déjà chez Drummond. Donc, on voit bien ce contexte, comme j'ai dit, de nationalisation de la société qui est extrêmement important. Et ils vont jouer sur l'identification du public à ce personnage qu'on appelle le français. On pourrait dire la française, mais à l'époque, c'est surtout le français, hein. Et directement lié à ça, il y a la notion d'apocalypse. C'est-à-dire, ce français, il est menacé. Il est menacé de disparition. Hein, parce qu'il est confronté à des ennemis donc qui le menacent et qui nous envahissent. C'est la problématique désignée aujourd'hui comme grand remplacement. On la trouve déjà chez Drummond. Elle n'est pas énoncée de la même manière qu'aujourd'hui chez des gens comme Zemmour, mais elle existe déjà. C'est cette idée donc de jouer sur les angoisses de mort, les angoisses où les gens vont se projeter parce que souvent c'est dans des contextes de crise. Hein, Drummond développe ses thèses dans les années 1880 où la France est confrontée à une très grave crise les historiens appellent la Grande Dépression. Suite au krach de l'Union Générale, qui est une grande banque catholique, en 1882, et le chômage commence à exploser, etc. On a énormément de grèves. Enfin, il y a une crise économique et sociale très forte qu'exploite Drummond en jouant sur la souffrance, le malheur, le déclassement des gens, en disant, voilà. Mais évidemment, s'ajoute une idée, ce n'est pas inéluctable. Si vous me suivez, si vous me faites confiance, on va trouver donc des moyens d'éviter, d'empêcher que nous disparaissions. Et donc, il y a une logique qui est extrêmement importante parce que je crois qu'elle touche à des ressorts qu'on retrouve à toutes les époques dans l'histoire de l'humanité, c'est le « eux et nous ». Eux et nous. Eux et nous, c'est très, très émotionnel. C'est le familier, c'est nous. Hein, et eux, c'est l'étranger. Et ça peut se décliner de manière très différente selon les époques. Mais là, on arrive justement, comme je le dis, au national, c'est le triomphe du national, et donc le nous, c'est les Français, et le eux, c'est les étrangers. Et donc, le terme des étrangers, il est décliné principalement de deux manières à cette époque-là, pas uniquement chez Drummond d'ailleurs, hein. C'est l'étranger qui nous menace, à l'époque c'est l'allemand, parce qu'on est évidemment... tout de suite, enfin, dans la suite de la guerre de 70 que la France a perdue, et de la revanche. Il y a toute cette théorie, cette problématique de la revanche, de la récupération de l'Alsace, de la Moselle, etc., qui est une toile de fond qui dépasse largement les cercles d'extrême droite, dont s'empare quelqu'un comme Drummond. Mais évidemment, il va ajouter les Juifs. Donc, l'ennemi, c'est le Juif allemand. Hein, et la connexion qui est faite avec le monde ouvrier, parce qu'il y a toujours cette idée on a appelé ça après le national-socialisme, hein, c'est l'idée qu'il faut toucher les classes populaires. Donc, l'antisémitisme va se décliner autour de la figure de Rothschild. Rothschild, le banquier, c'est à cause de lui qu'on est en crise, etc., etc. Donc, et l'affaire Dreyfus, c'est ça, c'est la théorie du juif allemand qui nous menace, qui nous trahit, etc., etc. Donc ça, c'est la problématique, je dirais, centrale que Drummond va diffuser dans son livre sur la France juive et après dans son journal, parce qu'avec le fric qu'il avait gagné grâce à son bouquin, avec ses droits d'auteur, il va créer un quotidien. Hein, un quotidien qui, tous les jours, donc, ressasse ce genre de choses. Donc ce qui s'ajoute à ça, c'est le déclin de la France, l'idée qu'on est en déclin. Donc il y a toute une série de références culturelles là-dessus. Et
l'accusation que ceux qui sont la cause du déclin, ce sont des ennemis éternels, c'est-à-dire c'est pas nouveau. Donc il y a la théorie qu'on trouve chez Drummond que, eh bien oui, la haine des Juifs pour nous chrétiens, donc c'est vraiment très construit autour d'une notion religieuse aussi. Eh bien, elle date évidemment de l'époque où, voilà, des Juifs déicides, etc. Donc on raccroche à cet antisémitisme-là toute une tradition de haine des Juifs qui datait évidemment depuis les débuts de la religion chrétienne. Et bon, je passe sur d'autres éléments, sur la décadence qui est aussi culturelle, etc. Et donc, on retrouve beaucoup d'éléments de ce type-là quand on lit les bouquins de Zemmour, sauf qu'évidemment, ils sont déplacés du juif au musulman. Hein. Mais la rhétorique, en gros, est la même. La rhétorique est la même, c'est-à-dire nous sommes au bord de l'effondrement, la France est envahie par ces nouveaux barbares que sont les musulmans, et c'est pas nouveau. Regardez déjà Charles Martel, enfin vous avez toute cette manière de décliner l'histoire qui ancre aussi dans une très très ancienne histoire, vous voyez, une identité, on est là dans une logique identitaire qui expliquerait donc le fait que nous soyons aujourd'hui au bord du grand remplacement. Donc il y a toute une série de choses en commun que je ne vais pas trop détailler, mais l'usage des statistiques, si vous voulez, l'argument démographique. Alors évidemment, pour Drummond, c'était assez difficile de dénoncer la théorie du grand remplacement, puisqu'il y avait à l'époque, il y avait à peine 100 000 juifs en France. Mais alors, la façon de le décliner chez Drummond, c'est de dire, ils ne sont pas nombreux, mais ils occupent tout. Ils ont le pouvoir partout. Rothschild, pouvoir économique, mais la presse, elle est dominée par les juifs, on ne peut plus rien dire. Voyez, la politique, etc. Il dit même que Gambetta est juif. Enfin, ça va dans des prolongements, vous voyez, complètement délirants, mais qui ont une efficacité. C'est ça qui est le plus surprenant, parce que on voit donc l'efficacité de ce type de discours par rapport au public qui va donc se retrouver là-dedans. Alors, évidemment, beaucoup de gens, dès l'époque de Drummond, vont s'opposer à ça, vont montrer l'ineptie de ces théories, leur gravité, etc. Mais ça n'empêche pas. Donc c'est ça aussi qui m'a frappé, c'est de voir que les arguments rationnels qui pouvaient être opposés à ces théories historiques fumeuses, eh bien, ne parvenaient pas vraiment à convaincre le public. C'est ce qui fait que dans ces théories de discours de haine, là, il y a aussi très fortement un anti-intellectualisme. Un anti-intellectualisme qu'on trouve déjà chez Drummond, qui va s'attaquer aux historiens universitaires en les accusant d'être à la solde des Juifs, etc. Et qu'on retrouve, comme je le disais au début, aussi dans le cas de Zemmour, puisqu'il s'est pris, il s'est pris nommément à moi dans son dernier bouquin. Comme j'ai été l'un des fondateurs du musée de l'immigration, voilà, il m'accuse faire partie du lobby immigrationniste. Voilà, donc il y a cette entrée très très violente, on pourrait dire, dans la mise en cause, de façon évidemment à légitimer ses propres thèses, parce que si les historiens universitaires sont sérieux, eh bien, et qu'ils le critiquent, ça invalide ses propos et il perd son crédit intellectuel. Alors, ce qui aussi, pour poursuivre sur cette notion d'impact dans le public, ce qui est frappant dans les deux cas, c'est que la popularité à la fois de Drummond et de Zemmour va beaucoup s'expliquer par leur capacité à créer des polémiques. Donc créer la polémique, c'est faire de l'audience et donc s'attirer beaucoup de critiques, mais aussi
faciliter l'adhésion d'un certain nombre de gens autour de leur thèse. Alors ça, c'est frappant chez Drummond parce que son ouvrage, sur la France juive, et les ceux qu'il a écrits après, parce qu'il en a beaucoup écrit par la suite du même niveau, eh bien, ils sont d'une violence extrême à l'égard, je dirais, de quasiment toutes les personnalités de la Troisième République. Il s'attaque, voilà, à toute une série de gens. Et à l'époque, quand on était publiquement insulté, pour défendre sa dignité, eh bien, on provoquait l'insulteur en duel. Il se trouve donc que Drummond a été provoqué en duel au moins une dizaine de fois dans sa vie. Et l'un de ses premiers duels, il l'a mis aux prises avec un gars qui s'appelait Édouard Meyer, qui était le directeur d'un journal qui s'appelait Le Gaulois. Édouard Meyer, c'était un juif qui s'était converti au catholicisme, enfin peu importe, mais que évidemment Drummond considérait à traiter de juif, etc., etc. Et donc, lors de ce duel, il se trouve que, moi je ne suis pas expert en duel à l'épée, mais il se trouve que Meyer a blessé Drummond. Hein, d'une manière que Drummond a considérée comme illicite. Hein, c'était pas, voilà. Et donc, c'est là que il y a quand même une sorte de capacité à mobiliser le public. C'est que, devant tous les journalistes qui étaient là, Drummond a dit « Vous pourrez dire qu'un juif a tué un chrétien ». Bon, c'était une petite égratignure. Hein, mais ce qui m'a frappé en lisant les textes de l'époque, si vous voulez, c'est que un journal, un quotidien très populaire de l'époque qui s'appelait Le Petit Journal. Le Petit Journal avait décidé de ne pas faire de compte-rendu de la France juive, parce qu'ils disaient on ne va pas quand même faire un compte-rendu d'un bouquin où il y a tellement d'inepties. Mais quand il y a eu ces duels, le rédacteur en chef du Petit Journal dit on est obligé d'en parler. On est obligé d'en parler, tout le monde en parle, il faut en parler. Et ça m'évoquait des choses. Moi, j'ai eu, dans mes contacts avec les journalistes, quand je leur dis des fois, mais arrêtez de nous parler encore de ces trucs-là, il n'y a rien d'autre plus intéressant à dire que ces polémiques du jour, de savoir, parce que Zemmour a appelé Absatou, je ne sais plus, Corinne, ou je ne sais pas quoi, enfin, toutes ces petites affaires-là qui entretiennent les médias. Eh bien, j'étais frappé de voir que dès la fin du XIXe siècle, alors que les télés, etc., n'existaient pas, quelqu'un comme Drummond avait, vous voyez, utilisé le même genre de ressources. Et donc, eh bien, tous les journaux en ont parlé. Et le bouquin La France juive, vous savez qu'au départ, Drummond n'avait même pas trouvé d'éditeur. Finalement, ça a été publié en partie à compte d'auteur, avec le soutien, il faut bien le dire, d'Alphonse Daudet. Oui, parce qu'Alphonse Daudet, c'était quand même quelqu'un qui était antisémite, réac, etc., et qui a joué de ses entrées dans le monde des journalistes pour qu'il y ait des comptes rendus. Enfin bon, voilà. Et grâce à ces polémiques autour des duels de Drummond, eh bien, les ventes ont monté en flèche, et puis il en a vendu, je ne sais plus, 150 000 exemplaires, etc., etc. Et il est devenu une personnalité reconnue par voilà, le petit milieu parisien de l'époque. Et donc, évidemment, on voyait le point commun avec Zemmour, puisqu'on sait que Zemmour, sa notoriété, il l'a construite à partir de son art de la polémique, à la télévision, voilà, en insultant les gens, etc., ce qui fait des procès, et puis voilà. Et alors, on se demande, eh bien, pourquoi ça a un impact ? C'est ça qui est intéressant de voir dans le public. Il y a évidemment beaucoup de gens qui rejettent ça, qui trouvent ça absurde, etc. Mais il y a quand même aussi des gens qui vont s'identifier à cette rhétorique de la victime. Parce que c'est ça qui est essentiel. C'est se positionner comme victime. Se positionner comme victime. Et donc Drummond parlait de ces duels, disant oui, tout le monde est contre moi, tout le monde me critique, regardez ces pseudo-démocrates qui sont financés par les juifs, voilà, avec leurs droits de l'homme, vous voyez, il y a toute cette rhétorique réactionnaire là qui va être finalement justifiée auprès d'un certain public à partir de cette position de victime. Je suis victime, on ne me laisse pas parler, je suis menacé, je vous le dis entre les lignes, etc., etc. Et d'ailleurs, Drummond avait théorisé ça, c'est assez intéressant quand on lit de près. Il conseillait à ses amis antisémites, il disait « Attention, si vous ne voulez pas être condamné par la justice, il faut parler à demi-mot ». Donc c'est la rhétorique du demi-mot. Vous savez, Le Pen a aussi bien fonctionné comme ça. Vous dites le début de la phrase, puis vous savez que les journalistes ou le public comprendra la fin de la phrase. Et donc si vous êtes attaqué en justice, vous pourrez dire « Ah ben je ne l'ai pas dit ».
Et ça, Zemmour est par ses maîtres dans cet art-là. Et du coup, c'est ce que je dis à mes amis qui militent dans les associations antiracistes, faites attention. Ce n'est pas forcément la meilleure solution de provoquer en procès des gens comme ça. Parce que si justement, parce qu'ils ont des avocats autour d'eux, et s'ils ont la capacité justement de dire des choses de façon à ce que les juges ne puissent pas apporter la preuve, enfin vous voyez que ça enfreint les lois, eh bien ils vont pouvoir dire, vous voyez, encore on m'a accusé, etc., et j'ai été blanchi par la justice, ça prouve bien que je suis victime, qu'on me pourchasse, etc., etc. Donc là aussi, je trouve qu'il y a pas mal de points communs entre les deux, même si évidemment c'est à des époques différentes. Voilà, alors évidemment la question qui va se poser, je dirais, par rapport à tout cela, c'est bien quels moyens on peut utiliser pour lutter contre ces discours de haine et quelles sont les différences aussi entre les deux. Alors j'insiste, puisqu'il y a une certaine réception de ce livre qui, à mon sens, était complètement à côté de la plaque. Hein. Malheureusement, il faut bien aussi accepter que ce que vous écrivez ne soit pas compris. Mais ça devient plus difficile aujourd'hui avec les réseaux sociaux, etc. Mais dans ce livre-là, évidemment, je ne place pas du tout sur le même plan l'antisémitisme et l'islamophobie. Je veux dire, je n'essaye pas de minimiser la gravité de l'antisémitisme qui a abouti, on le sait, à Vichy, au statut des Juifs et à la contribution par l'État français à la persécution des Juifs. Ce que je dis, en revanche, c'est qu'à l'époque de Drummond, beaucoup de gens qui se disaient républicains minimisaient en disant, finalement, Drummond, oui, il a un peu hurluberlu, il exagère un petit peu avec ses trucs sur les Juifs, il est obsédé par les Juifs, mais enfin, il n'est pas si méchant que ça, il a du talent, d'ailleurs, on trouve ça. Vous avez même Maurice Barrès qui va le proposer à l'Académie française. Il ne sera pas reçu, mais quand même, il va être élu député. En 1898, il y a un certain nombre, je ne sais plus exactement le nombre, mais une trentaine, je crois, de députés antisémites. Lui va être élu député antisémite en Algérie. Hein. Et donc on voit bien que le fait de minimiser la gravité d'un certain nombre de discours de haine, parce que sur le coup, effectivement, à l'époque de Drummond, il y a eu un parti antisémite, qui a été une organisation antisémite qui est mise en place. Mais il n'y a pas d'impact direct au niveau politique. Hein, ça reste quand même relativement cantonné, marginal par rapport au parti républicain, comme on dit. Mais malgré tout, ça existe. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'aussi, beaucoup de gens aujourd'hui vont minimiser Zemmour. Quand on a vu quand même l'incroyable promotion qu'il a connue avec le moment où il a été candidat à la présidentielle, quand même, je trouve qu'il y a une responsabilité majeure du milieu des journalistes par rapport à cet individu-là, qui l'ont monté en épingle, qui lui ont accordé des tribunes. Je vous ai dit, dans son livre de 2018, là, quand il nous insulte, jamais aucun sociologue, démographe, historien qui était accusé par Zemmour n'a été invité sur un plateau pour aller défendre sa dignité. Tout ça est passé comme une lettre à la poste. Alors évidemment, ça a un impact sur les gens. Hein. Alors moi, j'ai travaillé un petit peu sur les réseaux sociaux, sur les sites d'extrême droite, pour voir quels étaient ce qu'ils trouvaient de bien dans Zemmour. Eh bien, on retrouve ce que je vous disais. Souvent, c'est des gens qui eux-mêmes sont dans des positions difficiles, sont victimes, mais des victimes sociales, des victimes de la société, soit parce que des petits commerçants, des artisans souvent qui sont en crise, que le boîte a fait faillite, ou des gens qui sont au chômage, ou des gens qui sont dans des quartiers extrêmement difficiles, donc qui voient le trafic de drogue, etc., etc. Vous avez des multitudes de causes sociales qui peuvent se dire « Ah oui, il a raison, nous sommes victimes ». Et ils sont victimes, effectivement. Mais ils sont victimes de quoi? C'est ça le truc. Ils ne sont pas victimes des gens qui sont symbolisés à partir de ces personnages du musulman ou du juif, etc. Donc il y a cette logique-là qui peut expliquer, vous voyez, la popularité, alors même que, on sait très bien que cette fuite en avant
dans ces discours extrémistes, eh bien, aboutissent à faire le malheur de l'ensemble d'une société, hein, puisque on a vu ce que ça a donné avec le nazisme, avec la haine des Juifs, qui a abouti au final à la Seconde Guerre mondiale, 50 millions de morts, et donc on voit bien que ces fausses solutions qui consistent à accuser une minorité d'être responsable des malheurs d'une société, ils aboutissent toujours à une impasse. Mais ce qui, et là j'élargis un petit peu au-delà de Drummond, ce qu'on constate aussi dans la reprise de l'antisémitisme en France dans les années 30, c'est que les discours, je dirais, sécuritaires qui accusent les minorités d'être responsables, eh bien, ils sont sans fin, puisque une partie des arguments qui viennent, disons, de l'extrême droite, en gros, vont être intégrés dans le programme politique des partis républicains. Et ça, on le voit dès la fin du XIXe siècle. Pas au niveau de... Il n'y a pas de loi antisémite en France avant Vichy, explicitement antisémite, mais il y a des lois nationalistes. Il y a des lois qui vont, par exemple, à la fin du XIXe siècle, on va avoir des lois qui vont instaurer ce qu'on appelle la préférence nationale sur le marché du travail. La loi de 1893, par exemple, elle impose des mesures qui visent à empêcher un certain nombre de travailleurs immigrés d'occuper certaines places. Chez les médecins aussi, ça a été très fort, la xénophobie, hein, connectée à l'antisémitisme d'ailleurs. Où vous avez, en 1896, je crois, vous avez les étudiants en médecine qui se mobilisent en disant il y a trop d'étudiants étrangers. Et ça va aboutir à la distinction dont les effets se font encore sentir aujourd'hui entre doctorat d'État, qu'il faut avoir pour exercer la médecine, et doctorat d'université, qui est réservé aux étudiants étrangers, mais qui ne leur donne pas le droit d'exercer la médecine en France. Ça a été la première étape. Dans les années 30, il y a une autre étape qui vise à exclure les naturalisés de l'exercice de la médecine. Donc il y a eu comme ça, vous voyez, toute une série de mesures qui ont été intégrées dans le droit républicain, qui venaient au départ de ces thèses extrémistes de l'extrême droite. Et pour faire un point d'actualité, parce que alors, certains me disent, oui, mais il ne faut pas exagérer, parce que Drummond, finalement, il a été élu, effectivement, député en 1898, mais il n'a pas été réélu. Et Drummond, il disparaît de la scène politique. Donc, moi, j'avais prédit que ce serait pareil avec Zemmour. Alors là, on m'a reproché après, oui, que je n'avais pas prévu qu'il serait candidat au présidentiel. Effectivement, il a été candidat au présidentiel, mais il n'a pas fait un score extraordinaire. Donc, on voit bien quand même qu'il y a des limites par rapport à cela. Mais au-delà des personnes, il y a le programme. Et dans la dernière loi qui vient d'être adoptée, eh bien, il y a intégré des mesures que Zemmour prévoyait, comme le délit, par exemple, de la répression une disposition qui avait été supprimée en 2012, qui vise à criminaliser des gens qui sont sans papier. Vous voyez, des mesures comme celle-ci, eh bien, sont réintroduites dans cette loi dite républicaine. Donc il y a, oui, des évolutions à long terme qui peuvent être très dangereuses, et on est dans une période aujourd'hui, il faut être, je crois, sensible, vigilant par rapport à toutes ces questions. Alors, je terminerai par la question des formes de réponse. Et là, je n'ai pas de solution miracle, évidemment. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai pu constater par rapport à mon cas personnel, c'est que donc, je me suis lancé, moi, dans mes recherches dans les années 80. J'ai fait ma thèse sur l'histoire des migrations parce que c'était les débuts de la montée du Front National. Et très peu d'historiens avaient travaillé là-dessus. Donc je me suis dit, là, il y a un déficit de connaissances qui explique que les discours de Jean-Marie Le Pen, stigmatisant les migrants, aient un impact. Mais si on fait des recherches, si on fait notre boulot en tant que chercheur, et enseignant, eh bien, on va pouvoir montrer que tout ça est absurde, etc. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, je peux pas être vraiment très enthousiaste par rapport aux résultats. Aujourd'hui, ce qui m'enthousiasme, c'est que les recherches sur l'histoire des migrations ont été multipliées. Aujourd'hui, c'est un véritable domaine de recherche. Il y a énormément de travaux. Les associations ont fait énormément de choses. Vous voyez, en liaison avec les universitaires, les enseignants font leur travail aussi, tout ça. Mais on se dit, ça ne passe pas, il y a une limite, quoi. On n'arrive pas à dépasser un certain seuil. C'est pour ça que,
avec notre association, on travaille beaucoup dans les écoles. Petit mot sur cette association qu'on a créée, donc avec Martine, qui est ici présente, cette association d'AJA. On l'a créée, en fait, en 2007, puisque donc moi j'avais été un des cofondateurs du musée de l'immigration, et il se trouve que Nicolas Sarkozy a été élu et qu'il a créé un ministère de l'identité nationale. Alors, le ministère de l'identité nationale, pour nous, c'était vraiment faire ressurgir tout ce passé, vous voyez, d'extrême droite, etc., visant à figer les identités des gens dans une origine, les Gaulois, etc. Et tous les membres du conseil scientifique, pas rien que moi, hein, tous les membres du conseil scientifique de la Cité de l'immigration ont démissionné. Hein. Donc, nous, on a continué après ce travail, on l'a continué sur une base associative en dehors de ce musée. Et là, ce qu'on a compris, on avait déjà réfléchi là-dessus, d'ailleurs, au sein du comité de préfiguration, qui était animé par Jacques Toubon à l'époque. On avait réfléchi justement au fait qu'on ne pouvait pas uniquement faire des cours, que la pédagogie classique, ça ne suffisait pas. Et c'est là que, grâce à la collaboration avec les artistes, on s'est dit, il y a d'autres moyens pour, vous voyez, ce que je disais tout à l'heure, toucher des publics qui ne lisent pas nos bouquins et qui sont souvent les plus sensibles au discours qui peut être émis comme ça sur ces chaînes d'infos en continu, etc. Et voilà, c'est ce qui nous a amené à faire ces projets en collaboration avec des artistes. Notre premier projet, ça a été sur le clown chocolat, puisque les artistes m'avaient demandé est-ce que je ne connaîtrais pas un personnage qui pourrait justement symboliser, vous voyez, auquel le public, notamment le public de jeunes auquel on s'adresse, pourrait s'identifier, hein, qui aurait subi le racisme, mais qui ne serait pas comporté comme une victime, qui aurait réagi, qui aurait eu voilà, l'idée de s'en sortir aussi, parce qu'il y a un discours sur la victimisation aussi qui peut être repris par des minorités, qui est complètement, vous voyez, je trouve, contre-productif. Si vous enfermez les gens dans un statut de victime, vous ne leur donnez pas des possibilités par eux-mêmes, hein, de s'en sortir. Donc, c'est ce qui, en cherchant tout ça, j'ai trouvé donc une référence complètement oubliée sur le premier artiste noir qui avait connu du succès en France, donc qu'on a appelé le clown chocolat, qui était en fait un esclave cubain qui s'appelait Raphaël, parce que les esclaves n'avaient pas de nom propre, il n'avait qu'un prénom. Cet esclave, une histoire complètement extraordinaire. Il avait été acheté par un grand colon espagnol qui vivait à Cuba, qu'il avait ramené en Espagne, dans le Pays Basque, pour travailler dans la ferme de sa mère. Et comme les villageois n'avaient jamais vu de noir à l'époque, ils avaient voulu lui blanchir la peau avec une brosse, etc. Bon. Et du coup, il s'était sauvé, il est devenu vagabond et il s'est engagé comme je dirais, domestique au service d'un grand clown anglais, parce qu'à l'époque, les clowns étaient des grandes vedettes, et ce clown l'a emmené à Paris, et c'est là, à Paris, qu'il a explosé, je dirais, au niveau de son talent, parce que c'est le premier artiste qui a présenté au public français la culture des esclaves africains-américains, et donc son succès s'est développé en partie à partir de là. Donc pour moi, ça a été ce travail qui a été après... moi, j'ai écrit 2 livres sur l'histoire du clown chocolat, 6 ans de travail, hein, parce que pour trouver des sources, des archives, c'était compliqué. Et on a été sollicité par un producteur de cinéma. Le film, vous avez peut-être vu, qui s'appelle Chocolat, avec Omar Sy dans le rôle titre, est une adaptation de notre travail. Et on continue encore aujourd'hui, dans notre association, à présenter le seul en scène, le spectacle, sur cet artiste. Et donc, si vous voulez, ça nous a convaincus quand même qu'il y avait des moyens de trouver des formes qu'on pourrait dire d'interdisciplinarité, associant des chercheurs, des enseignants et des artistes, voyez, qui, eux, ont des compétences qu'on n'a pas, nous. Parce que nous, je dirais, nous, enseignants, nous, chercheurs, eh bien, on a été formatés pour lire des bouquins, pour avoir un discours pédagogique, rationnel, etc. Mais cette dimension émotionnelle, qui est extrêmement importante, vous ne pouvez pas mobiliser les gens, les faire agir uniquement si vous êtes dans le rationnel. Hein. Et donc, eh bien, il faut se tourner vers des gens qui savent faire ça. Et donc, c'est à partir de là qu'on s'est lancé dans cette démarche associative en faisant des projets qui voilà, nous ont liés. Alors, nous, on travaille surtout dans le spectacle vivant, mais ça peut être avec le cinéma, les artistes plasticiens, etc. Mais c'est une démarche sur laquelle je crois, moi, très, très importante et qu'il faudrait développer davantage.
même si, évidemment, il y a aussi des limites. Et ces limites, elles sont liées au rapport de force, à la logique de domination qui existe dans nos sociétés. Moi, j'ai vu aussi cette évolution, cette aggravation par rapport aux nouveaux médias, comme je le disais aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'insiste aussi sur la... Je pense qu'une des manières de lutter contre ces discours de haine, c'est de défendre aussi le savoir, la connaissance, la compétence. Et le faire aussi, qui est aussi une manière de défendre notre dignité. Hein, à la fois d'enseignants, d'acteurs associatifs, culturels, etc. Et moi, je vois comment, dans les sollicitations que je peux avoir au niveau des médias, les différences. C'est pour ça que je ne dirais pas les médias comme un ensemble. Je crois qu'il faut distinguer à l'intérieur des luttes qui se mènent. Beaucoup de journalistes qui se battent aujourd'hui pour essayer d'améliorer les choses. Mais je dirais les plus puissants, ceux qui font l'opinion, comme on pourrait dire, eh bien malheureusement, sont ceux qui vont, voyez, exploiter tous ces préjugés, etc. Et moi, je peux donner un peu mon expérience là-dessus. Parfois, vous êtes sollicité. Mais c'est, comme je dis souvent, le travail à la chaîne, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire, vous êtes alignés comme ça les uns après les autres, il y a un défilé d'experts, mais en fait, on vous demande simplement d'illustrer les questions que les journalistes ont dans la tête. Moi, depuis que je travaille sur l'histoire des migrations, ça fait longtemps, la plupart du temps, toutes les semaines, j'ai des journalistes qui m'interrogent, mais c'est pour m'interroger sur la dernière phrase, la petite phrase. Alors c'était Sarkozy, après c'était Valls, après c'était Darmanin, et puis ça n'en finit pas. Mais je dis, notre travail, c'est pas de commenter les petites phrases des hommes politiques ou des femmes politiques. Notre travail, c'est d'avoir la maîtrise des questionnements. Vous ne pouvez pas résoudre des problèmes scientifiques si vous n'avez pas de questions scientifiques. Or, le problème de l'immigration, tel qu'il est exposé dans les médias, ce n'est pas un problème scientifique. Ce n'est pas comme ça que ça se pose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez suivi peut-être l'actualité, mais vous avez quasiment la totalité des chercheurs qui travaillent sur ces sujets-là, qu'ils soient économistes, sociologues, démographes, historiens, etc., qui sont vent debout contre cette loi parce qu'ils savent, c'est pas politique, c'est scientifique, ils savent que c'est une loi qui va nous emmener dans le mur et qui ne résoudra aucun des problèmes. Alors quand vous avez ça d'un côté, et en même temps le président de la République qui crée, exactement à la même période, un conseil scientifique, vous vous dites, mais où on est, quoi. Il y a une sorte de contradiction majeure entre, d'un côté, le mépris total pour le travail qu'on peut faire, les connaissances qu'on peut produire, et de l'autre, une sorte vous voyez, de valorisation médiatique du monde de la science, de l'éducation, etc., etc. Donc ça, c'est aussi un thème qui, je crois, est important, qu'il faut intégrer dans la réflexion pour ne pas trop segmenter, comme c'est le cas souvent, les questions qui se posent à nous. Donc je crois qu'une des dimensions, c'est d'élargir le nous, comme on dit. Ce n'est pas de lutter contre le nous, parce qu'on est tous confrontés à un nous. Le pronom nous, on l'énonce sans arrêt. Mais élargir le nous, c'est ça qui est central. Et donc, c'est une manière d'avancer, pas de résoudre, mais d'avancer dans la question centrale de notre démocratie en France, ce qu'on appelle les valeurs républicaines, c'est la contradiction qui est énoncée déjà dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce que vous avez effectivement une contradiction entre le nous français et le nous être humain. Et on voit bien aujourd'hui dans les luttes qui se mènent entre les deux France qui existent aujourd'hui, et nous on tourne beaucoup avec notre association dans toute la France, et on voit aussi la générosité qui existe dans ce pays, qui n'a jamais été peut-être aussi importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il faut aussi le dire. Il y a des tas de gens qui se battent, qui vont accueillir des jeunes comme ça, sans papier, des mineurs qui sont plus ou moins pourchassés par la police, etc. Vous avez des tas de gens qui font un travail très, très, voilà, en militance, associatif, très généreux, parce que eux, leur image, ils s'identifient à l'être humain, voyez, alors que d'autres, ils vont s'identifier au nous français. Voyez, donc il y a cette contradiction, et notre travail, c'est aussi d'élargir le nous être humain, je dirais, en faisant reculer le nous français. Voilà le programme que je vous propose pour la discussion peut-être, et surtout pour la suite de nos actions concrètes et militantes. Merci. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à... J'arrive.
Vous êtes prêts pour la question? Ah bah pas lui. Hein. Bonjour. Ça va? Je suis là. Coucou. Ah. Moi, j'ai une question. Elle est un peu basique. Je me suis demandé pourquoi vous avez pris Zemmour pour illustrer les discours de haine et non le Rassemblement national. Et j'en ai une deuxième. Est-ce que ça voudrait dire que le Rassemblement national, étant entré à l'Assemblée nationale, n'est plus un parti d'extrême droite? Et est-ce que c'est pas un peu hypocrite de notre part de ne pas voir que demain, on peut être gouverné par un parti d'extrême droite? Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, mon réflexe fait l'énergie que j'ai pu consacrer dans ce travail, dans ce bouquin-là, c'est au départ parce que j'étais vraiment scandalisé par la façon dont Zemmour parlait de notre métier. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans. Je ne prétends pas, moi, du tout avoir, fait une analyse globale des forces d'extrême droite. Voilà, c'est très... Vous savez, la bonne recherche, elle est toujours limitée. C'est pour ça que nous, on apprend à nos étudiants à être modestes aussi. Ceux qui parlent comme ça à longueur de journée à la télé de choses très générales, etc., quand vous grattez un peu, vous apercevez que ce n'est pas très sérieux. Donc, voilà, donc cette recherche, elle est très limitée. Elle est limitée sur un objet, j'ai précisé, une comparaison entre des propos qui sont tenus par des gens qui ont quand même un impact dans notre vie politique, vous voyez, qui ont influencé les courants politiques et qui, voilà, donc doivent être combattus. Voilà la limite de mon travail. Mais effectivement, je ne me suis pas inscrit dans la logique de savoir si Zemmour était à droite de l'extrême droite ou à gauche de l'extrême droite, etc. Ça, c'est le discours politique qu'on peut mener en tant que citoyen. Mais ce qui m'intéressait, c'est de comprendre pourquoi il y avait tas de gens qui pouvaient le soutenir, y compris, je peux vous dire franchement, parfois j'en ai dans ma famille. C'est encore pire. Des gens que vous aimez bien, par ailleurs. Vous n'avez pas les... Si c'est des gens que vous ne connaissez pas, vous dites ils sont tous fascistes, ils sont tous... Voilà. Les Français sont racistes, les Français... Oui, mais d'accord. Mais je veux dire, vous n'allez pas très loin avec ça. D'ailleurs... Vous savez, moi, je suis militant antiraciste depuis que je suis étudiant, donc je n'ai pas de leçon à recevoir là-dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce serait bien qu'on réfléchisse aussi aux limites des formes d'action que les organisations antiracistes mènent. Parce qu'il y a une forme de danger qui est, et rejoint ce que je disais tout à l'heure sur l'intellectualisme, qui est l'antiracisme donneur de leçons. Alors, moi, je suis impeccable, bien sûr. Quand vous parlez, vous êtes impeccable. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous êtes là et vous énoncez, comme ça. Celui-là, il est bien, celui-là, il n'est pas bien, etc. Oui, mais quel impact politique ça a? Moi, c'est la question que je me pose, même par rapport à moi. Je veux dire, moi, je me suis engagé, vous voyez, depuis tellement d'années, et quand je vois le résultat aujourd'hui, que le Front National, Rassemblement National n'arrête pas de monter, comme vous le disiez, on est peut-être au bord de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. On ne peut pas toujours dire que c'est la faute des autres. C'est aussi se dire qu'est-ce qui n'a pas été, même si on va être modeste, on sait très bien que notre contribution est limitée, mais voilà, c'est un petit peu dans ce type de démarche que je suis, que nos outils, que les sciences sociales, les outils critiques que forgent les sciences sociales, on soit capable de les tourner aussi contre nous-mêmes, si vous voulez. Or, mais ça, je peux vous dire, j'ai du mal, hein. Dès que je commence à me lancer là-dedans, j'ai toute une série de gens qui tombent dessus en disant que j'ai renoncé, que je fais le jeu de un tel, un tel, un tel. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais je crois que c'est nécessaire. Je crois qu'il y a une forme aujourd'hui d'action, de militantisme. Alors ça ne veut pas dire de jeter aux orties tout ce qu'on a fait avant. Bien évidemment, il faut continuer, mais peut-être élargir les formes d'action, trouver des formes peut-être d'alliances nouvelles. Enfin voilà, il y a en tout cas se poser la question sur la manière d'agir. Et en tout cas, je crois que c'est contre-productif d'aller dire que tous les électeurs aujourd'hui du Rassemblement national sont devenus d'horribles fascistes, etc., etc. Parce que c'est pas comme ça qu'on arrivera à faire évoluer vraiment les choses. Oui. Oui, bonsoir. Vous avez appartenu un temps au Parti communiste français, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Est-ce que vous ne pensez pas que de telles organisations, lorsqu'elles atteignaient 20%, 25% de l'électorat, de ne pas avoir mis en avant des personnes portant des prénoms comme Fatima, Abdoulaye, quand elles avaient
la possibilité de le faire dans les années 80. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle porte une part de responsabilité de la crainte de l'étranger? Et ma deuxième question, j'ai la joie de vous écouter sur une radio publique, France Culture. Qui choisit le thème et combien de temps combien de temps de préparation vous demande une chronique? Je répondrai d'abord à la deuxième question. Merci effectivement de faire de la publicité pour cette petite chronique de 4 minutes tous les jours sur France Culture, qui s'appelle Le pourquoi du comment en histoire, que vous pouvez écouter en podcast si vous n'êtes pas disponible le matin à 10h-5. Voilà. Et je vous remercie aussi de souligner cette question-là, qui rejoint d'ailleurs la question que je posais sur les manières je dirais, de tenir des propos qui cherchent à parler à un public plus vaste que celui des spécialistes. Parce que ces petites chroniques de 3 minutes 30, je peux vous dire que ça me prend énormément de temps. Plus c'est court, plus c'est long. Parce que, vous savez, aujourd'hui, dans l'espace public, avec les réseaux sociaux, etc., il y a une concurrence terrible sur le marché de l'histoire. Tous les journaux, les médias, les YouTube, tout ça font des émissions d'histoire. Moi, le pari, l'engagement que j'ai pris avec France Culture quand on m'a proposé ça, c'est de faire des chroniques qui soient toujours reliées à des travaux savants récents. Donc, je me plonge à chaque fois dans les revues spécialisées, vous voyez, et je dis, tiens, oui, ça pourrait marcher. Donc ça demande un travail de documentation très important. Et puis après, je résume le contenu d'un article en 3 minutes 30 dans un langage accessible à tout le monde. Donc, je peux vous dire que ça me prend tellement de temps que j'ai décidé de ne pas prolonger au-delà du mois de juin. La saison va se terminer fin juin, je vais arrêter parce que ça me prend tellement de temps que je ne peux plus faire autre chose, je dirais. Alors pour ceux qui n'ont pas la radio, je peux vous dire qu'une partie de ces chroniques a été publiée en livre, que vous l'avez ici à la bibliothèque, mais aussi que vous pouvez l'acheter dans de bonnes librairies. Voilà, ça c'était, je ferme la parenthèse. La première de vos questions, elle est aussi très importante, elle me touche particulièrement. Vous l'avez rappelé, j'ai été membre du Parti communiste, j'en ai été de fait exclu, pour la raison que vous venez d'indiquer, et qui montre la constance, une certaine fidélité de ma part à ce que je vous disais être la capacité de porter la critique dans son propre milieu, que j'adresse aujourd'hui à mes amis antiracistes, etc. Moi, je l'ai fait quand j'étais communiste. Et je voyais bien, on voyait, les gens de ma génération pourraient certainement confirmer, que le parti était en train de s'affaiblir, d'aller dans le mur, justement, parce qu'il n'intégrait pas vous voyez, la richesse les transformations des classes populaires qui étaient en train de se produire. Et il se trouve que moi, à l'époque, j'étais prof dans un collège en Lorraine, à Longwy, au moment où il y a eu les grandes grèves de la sidérurgie. Je faisais des émissions, d'ailleurs, d'histoire avec Marcel Trial, le journaliste communiste, de Lorraine Cœur d'Acier. Et c'est là que j'ai rencontré un immigré marocain qui était OS, qui avait été instituteur, je crois, au Maroc, et qui était OS et qui était militant, lui aussi, à la CGT, à l'UD-CGT, et on a sympathisé, et il m'expliquait les formes de discrimination qu'il subissait lui-même à l'intérieur du syndicat. Et donc, mon premier livre, qui s'appelle « Vivre et lutter à Longwy », qui est un livre militant, donc je ne le mets pas dans mes publications scientifiques, qui est une analyse de la lutte de 79, qui a été une lutte extraordinaire. Pendant 6 mois, vous avez une mobilisation populaire contre la fermeture des usines, etc., extraordinaire. Je faisais une analyse critique de cette lutte et j'ai décidé de laisser une place dans ce livre. J'ai négocié avec Maspero pour que Benasser Azaoui, donc mon copain, puisse dire lui-même comment il ressentait les choses. Ce ne soit pas moi qui dise à sa place. Ça, c'est aussi une chose qui m'importe beaucoup. J'ai fait une analyse critique de ce qu'on appelle les porte-paroles. Qui parle à la place des autres? C'est une question que je me suis toujours posée, que je me pose encore. Et donc là, j'ai commencé, oui, ma carrière d'écrivain en laissant la place à Benasser Azaoui pour qu'il explique. Mais ça, c'est très mal passé. Donc ça rejoint ce que vous disiez au sein du PC. On m'a dit que je trahissais la classe ouvrière, que je faisais le jeu du grand capital, enfin, vous voyez, toutes les choses habituelles, tout ça. Et au final, eh bien, voilà, on voit où ça a amené. Donc vous avez raison. C'est pas la seule cause, il faut quand même pas exagérer. C'est-à-dire qu'il y a aussi tout le problème qui s'est posé des transformations du capitalisme, le néolibéralisme qui s'est
complètement développé, qui a cassé ses usines, ces grandes usines, cette solidarité ouvrière qui permettait de faire un contre-pouvoir par rapport aux forces du capital. Tout ça, c'est des réalités aussi que le PCF a subies. Mais il est vrai aussi, et ça j'aurais dû le dire dans ma conférence, j'ai oublié, c'est que les Drummond, les Zemmour, ils vont prospérer aussi quand il n'y a pas d'alternative suffisamment forte. C'est pour ça que coude à coude est aussi nécessaire de rassembler les gens. Moi, j'ai vécu aussi l'époque du programme commun, où là, on avait ce sentiment d'un avenir, vous voyez, qui permettait de relier les différentes causes, à la fois la cause, évidemment, sociale, c'est-à-dire de l'exploitation, les formes d'exploitation du capitalisme, mais aussi l'antiracisme, la lutte contre la domination masculine, etc., où on avait le sentiment que tout ça pouvait converger autour d'une politique commune, et c'était un peu l'effet de 68, on pourrait dire, mais la traduction politique de la lutte de 68, elle était dans ce programme qui a amené la victoire de Mitterrand, et puis, bon, après, on a vu la déception que ça a pu procurer, mais voilà, c'est ça qui manque peut-être le plus aujourd'hui, parce que c'est la même chose qui s'était produit dans les années 30. Dans les années 30, vous avez eu aussi une montée très très forte de la xénophobie, du racisme, de l'antisémitisme, mais en 1934, vous avez le front antifasciste qui se met en place. Il y a les rassemblements des forces, à la fois des associations qui défendent les droits humains, des socialistes, des communistes et même des radicaux, pour faire front et empêcher qu'un Hitler arrive au pouvoir en France. Ça a donné le Front populaire par la suite. Donc c'est ça que l'histoire nous apprend aussi. De la nécessité aussi parfois de mettre de côté ces petites divergences, de ne pas s'enfermer dans la défense de sa petite cause, même si elle est légitime, pour trouver des moyens, vous voyez, de coordonner les choses et de retrouver une sorte de dynamisme aux forces progressistes. Bonjour. Ici. Là. Oui, oui. Ma question, c'est donc, je trouve que donc quand l'identification entre le nous et le eux, c'est aussi une identification raciste. Donc le nous, c'est le blanc catholique français. Et est-ce que dans la genèse de ce que vous avez travaillé, vous avez travaillé sur comment se fait le passage entre se sentir menacé en tant qu'individu par des arguments racistes, parce que ça paraît pas forcément évident. Enfin, maintenant peut-être que ça nous paraît une évidence que le racisme est dans tous les discours, mais au niveau de l'histoire. Oui, alors ça, je dirais, il y a une actualité militante extrêmement forte autour de ces questions-là. Et la nécessité, je pense, pour les chercheurs de prendre un peu de recul par rapport à la façon dont ce discours est construit dans l'espace public. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Moi, j'ai travaillé sur l'histoire du racisme depuis les débuts de ma carrière, puisque c'était une des dimensions évidemment importantes. Le problème, c'est déjà, pour un chercheur, de définir ce qu'on entend par racisme. Parce qu'il y a une évolution dans l'histoire du terme. Le terme n'apparaît en français qu'à l'époque de l'affaire Dreyfus. Et encore, il n'est pas beaucoup utilisé. Et le racisme, au départ, dans le langage public, il est équivalent, c'est un synonyme d'antisémitisme au départ. C'est seulement à partir des années 30, quand il y a la lutte anticoloniale qui commence à se développer, qu'il y a un élargissement du thème et qu'on va intégrer donc ce discours sur les races et surtout la lutte antiraciste va se définir comme elle peut se définir aujourd'hui par rapport au thème de la couleur de peau, de l'origine des gens dans le monde ancien monde colonial, etc. Donc il y a déjà pour la nécessité pour nous de faire un travail sur le vocabulaire. L'autre aspect pour moi qui est très important, c'est de partir du principe que tout être humain, nous tous, on est le produit d'une multitude de critères identitaires. Et que ces critères identitaires, ils se combinent chez les personnes d'une manière qui peut être différente. Et qu'il faut faire attention de ne pas faire ce qu'on appelle en sciences sociales de l'essentialisme, c'est-à-dire de limiter la définition d'un individu à un seul critère.
C'est ce que font les racistes, mais c'est ce que peuvent faire aussi parfois les antiracistes. Donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai publié un livre qui s'appelle Race et sciences sociales, avec mon collègue sociologue Stéphane Beau, où on essaye de réfléchir là-dessus. Ce livre a été très mal reçu parce que malheureusement la culture scientifique de nos lecteurs est peut-être pas suffisante, ou voilà, il y a des modes aussi qui se reconstituent. Mais je pense qu'il faut travailler aussi là-dessus, notamment par comparaison avec les États-Unis, parce que beaucoup de références sur ces questions-là nous viennent des États-Unis. Or, la construction, c'est le thème de la conférence de ce matin, hein, la construction, la vision de la société aux États-Unis et en France n'est pas comparable. Aux États-Unis, vous avez une institutionnalisation, une catégorisation officielle de la race. Donc, ça rentre comme un élément de la définition des personnes, alors qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué, puisque le droit français ne catégorise pas la race en tant qu'origine ou couleur de peau, etc. Donc vous avez un certain nombre de gens qui ne veulent pas se reconnaître dans une appartenance raciale. Hein, les Antillais, par exemple, etc. Vous le savez que c'est un problème qui se pose et qui refuse donc ce qu'on appelle des assignations identitaires. Donc nous, en tant que chercheurs, je dis bien en tant que chercheurs, les militants, ils font ce qu'ils veulent, mais en tant que chercheurs, on doit être prudent par rapport à ça. C'est ce que j'ai développé par rapport à une critique du livre de Papendiaï qui s'appelle « La condition noire », où j'ai analysé très précisément, je n'ai pas le temps de le faire ici, mais comment il définissait cette minorité noire en France dans un pays où elle n'existe pas officiellement. Comment on fait quand vous avez des gens qui ne veulent pas qu'on les définisse comme ça? Il faut faire attention à ce que Pierre Bourdieu, sociologue Pierre Bourdieu, après appelait la domination symbolique, la violence symbolique, assigner une identité à une personne. Hein, ça, c'est le fondement du racisme. Mais ça peut aussi exister chez des gens, vous voyez, qui vont être antiracistes et qui vont se déterminer aussi par rapport à des catégories identitaires. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses compliquées qu'on ne peut pas résoudre d'un coup de cuillère à peau, qui nécessitent de faire des recherches et voilà, qui expliquent aussi des comportements chez les gens. Par exemple, je vous ai parlé de l'histoire du clown chocolat. J'ai beaucoup travaillé sur lui. Certains me disent « Ah oui, mais alors ce clown chocolat, finalement, il s'est identifié à ce personnage de noir dont tout le monde rigole, etc. » C'est vrai. Dans une certaine mesure, c'est vrai. Il s'est adapté vous voyez, à l'image raciste que les Français pouvaient avoir des Noirs à cette époque-là, etc. Mais il en a fait autre chose. C'est ça qui m'intéresse, moi. Chez des gens surtout qui ne sont pas des intellectuels. Voilà, lui, il en a fait autre chose, c'est-à-dire il a réussi aussi à transformer le personnage, etc. Et je crois que c'est souvent comme ça que ça se passe, notamment dans les classes populaires. Voilà, c'est pas toujours le langage politique ou politisé des intellectuels qui est le plus efficace. Donc voilà, tout ça, ce sont des questions évidemment complexes qu'il est important aujourd'hui de mettre sur la table, parce qu'autrement, je pense qu'on va un petit peu aggraver les divisions qui peuvent exister dans notre société. Je pense aux références américaines sur le privilège blanc, sur des choses comme ça, qui, à mon avis, ne sont pas de nature à rassembler les gens autour d'un programme progressiste commun. Oui, bonsoir. Ma question repose sur la conception marxiste qui est la mienne comme militant trotskiste de la 4e internationale. D'ailleurs, j'ai un peu le mandat ici pour poser la question. Comment ça, vous m'entendez là? Je répète que je m'exprime ici en tant que marxiste trotskiste de la 4e internationale, qui me donne un peu le mandat que j'ai ici, en soulignant que Zemmour et toute la bande autour de Madame Le Pen et de ses porte-paroles se sont intégrés facilement dans les institutions de la Ve République. Ils en sont même actuellement tellement dedans qu'on a l'impression que tout tourne autour d'eux, du point de vue de maintenant, du point de vue des présidentielles ou des européennes. Donc il y a quelque chose qu'il faut qu'on débatte ici du point de vue de quelle issue de secours on peut atteindre. Or, je constate par exemple que le militant tchétchène qui a décapité notre collègue d'histoire, que le Hamas qui a massacré des Juifs à la sortie, qui a pénétré dans l'Israël en massacrant ce qu'il avait sous la main, et aujourd'hui Netanyahou qui massacre le peuple palestinien en voulant l'éliminer de la bande de Gaza purement et simplement, parce qu'elle est de trop,
ils se fondent sur un sentiment collectif qui est le leur, qui n'est pas le mien, qui est celui de la haine. Et cela se relève un peu dans ce que vous dites et bien entendu, alors qu'en tant que marxiste, je prends à mon compte le sentiment de colère. C'est la colère de classe. Et il n'y a plus de colère de classe qui est reconnue aujourd'hui. Il y a des sentiments. Le sentiment de haine relève des masses. Il relève du collectif. Il relève du populisme. Il relève du nationalisme. On a la haine des Allemands quand c'est la guerre. On a la haine. Mais quand un patron ferme son usine et met ses 300 ouvriers à la porte et au chômage, il déclenche la colère de classe. Et je partage cette colère de classe et je la nourris et je l'organise. Je suis un des refondateurs de la 4e internationale dans le Midi, qui a été éliminé par le régime de Vichy, éliminé par les staliniens de l'époque, bien entendu, un trotskiste, je ne vous dis pas la haine qu'il déclenchait dans les rangs du Parti communiste, alors que nous disions que il y a sous l'uniforme allemand éventuellement un ouvrier ou un paysan allemand et non pas un nazi à abattre. Ce n'était pas chacun son boche pour nous. Donc ma question, elle est: quelle différence faites-vous entre la notion que je défends ici de colère de classe contre celle de haine qui est celle de tous ces gens-là que nous avons à combattre? Voilà, c'est tout. Bon, voilà, franchement, vous savez qu'un chercheur doit savoir aussi dire quand il ne sait pas. Hein. On dit souvent justement qu'un vrai chercheur, c'est celui qui est capable de mettre les limites à son savoir. Et voilà, donc entre haine et colère, je comprends bien la notion, mais j'aurais du mal à étayer ça par des choses très précises, parce que la colère peut aussi se transformer en haine. Et voilà, simplement le fait, quand cette colère s'adresse à des gens qui sont dominants, hein, puisque c'est ça la lutte des classes, évidemment, elle peut paraître légitime, parce que c'est un moyen de lutter contre la domination. Alors quand on s'en prend à des minorités, voilà, la haine, c'est la haine des dominants à l'égard des dominés. Donc on est dans une logique que d'un point de vue marxiste, évidemment, est extrêmement différente. Mais je crois que vous avez raison de souligner que, même si moi j'ai toujours eu des rapports très courtois avec les trotskistes, hein, dans les manifestations, ils n'étaient pas toujours aussi pacifiques qu'on voudrait bien le croire. Hein. Bon, bref. Mais il y avait nous, on avait les gros bois de la CGT pour nous. Voilà. Non, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, je trouve que c'est important aussi, parce qu'on voit combien les références marxistes ont eu tendance à s'affaiblir dans les nouvelles générations. Je le vois chez nos étudiants, etc. Alors qu'elles restent, à mon avis, tout à fait fondamentales pour comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ouais. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Hop, ici. Je vais essayer de faire plus court. Du coup, vous parliez largement de la banalisation du discours de la haine et qui se retrouve aujourd'hui avec les idées du Front National et encore plus récemment à travers la loi Darmanin, la loi immigration. Et c'est pour rebondir aussi, vous parliez de pistes d'action à la fin de votre conférence. Aujourd'hui, cette loi, du coup, elle est examinée par le Conseil constitutionnel. Elle n'est pas encore promulguée. Donc il y a encore de quoi faire, et c'est juste pour dire qu'à Marseille, ce dimanche à 14h, il y a une manifestation contre cette loi largement xénophobe. Voilà, donc j'invite tout le monde à venir. Porte d'Aix. C'est vous, après, monsieur, après c'est vous. Bonjour. Bonjour. J'ai deux questions du coup. Rapprochez-vous parce que vous. Pardon, j'ai deux questions du coup. La première, c'est par rapport à ce que vous aviez dit au début sur le lien que vous faisiez entre capitalisme et liberté de la presse, et sur le fait que les grands journaux avaient développé les faits divers pour intéresser de plus en plus les personnes et avoir un plus large public. Mais donc sans faits divers, il y aurait moins de public. Comment on fait dans ce cas-là comment faire pour démocratiser la presse dans ce cas-là? C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'était par rapport à la différenciation que vous faisiez entre citoyens et hommes.
alors, je suis tout à fait d'accord avec vous d'un côté. D'un autre côté, je me pose la question, comment on fait dans ce cas-là pour définir un pays, parce que de ce fait, il y a une frontière. Comment on fait pour différencier les habitants? Je ne comprends pas en fait la notion de préférence nationale, parce que pour moi, on va dire, les lois françaises s'appliquent aux personnes qui ont la citoyenneté française. Donc comment on fait? D'un autre côté, on est tous humains. Comment faire? Enfin, je ne sais pas si c'est très clair, mais... Oui, oui, je comprends. Oui, donc je pense que on peut démontrer, c'est ce que j'ai essayé de faire dans certains de mes bouquins, que le tournant qui s'opère donc au début de la Troisième République avec la création donc d'un marché de masse de la presse. Hein. Et donc c'est ce qui explique que les petits journaux qui existaient avant se transforment en entreprises au sens capitaliste du terme. Donc il faut qu'ils fassent des profits. C'est la loi de l'offre et de la demande en élargissant leur public. Mais ce que j'aurais peut-être dû dire aussi, c'est qu'en même temps, il y a une diversification énorme. C'est aussi à ce moment-là que naît l'Humanité, le journal de l'Humanité. Donc il y a des contre-pouvoirs qui se mettent en place. Mais la tendance dominante, ceux qui captent le plus grand nombre, et donc ceux qui vont après faire les élections, hein, eh bien ceux-là, oui, sont au service des grands patrons de presse, donc du capitalisme, du profit, etc. Et ça, c'est un problème très important qui s'est posé en France sous la Troisième République. Il y a eu une concentration de plus en plus grande de la presse, et en 1940, sous Vichy, la majorité de ces grands journaux ont basculé du côté pétainiste. C'est pour ça qu'ils ont été supprimés après, en 1945, quand il y a eu la résistance, etc. Et aujourd'hui, on est de nouveau dans une logique, je ne sais pas si vous suivez un petit peu cette actualité-là, l'inquiétude qui touche beaucoup de gens, beaucoup de journalistes, beaucoup d'écrivains aussi, par rapport au monopole Bolloré. Où Bolloré, non seulement, vous savez, il a le contrôle des journaux, comme le Journal du Dimanche, etc., le Paris Match, CNews, et puis aussi les éditeurs. Hein, l'édition, il y a Hachette, Editis, etc. Donc il y a une campagne, on a signé des pétitions contre cette concentration. Donc on voit bien là qu'on a un lien qui s'établit entre ce monopole, disons, capitaliste et des thèses réactionnaire. Ce n'est pas un hasard, ce que aussi j'ai montré dans mon travail, c'est que ceux qui ne veulent pas qu'on combatte les inégalités sociales, on revient un peu au marxisme là, hein, eh bien vont se diriger vers les logiques identitaires. Si vous voulez, c'est à la fin du 19e, vous voyez bien, c'est au moment où le mouvement ouvrier se développe, au moment où le Parti socialiste, le POF, Parti ouvrier français, Jaurès, etc., commence à se développer, qu'on voit monter le nationalisme. Hein, et ce que j'appelle la droite nationale identitaire, hein, sécuritaire, pardon, nationale sécuritaire. Donc c'est la logique du nous français, logique identitaire, liée aux logiques sécuritaires d'un côté, et la gauche, dans ces grands moments, eh bien, c'est la gauche sociale humanitaire, si vous voulez. Voyez ? Donc ce sont les deux pôles qui ont structuré pendant longtemps la droite et la gauche dans notre pays. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus forcément la même chose, qu'on a du mal à retrouver ces repères du côté de la gauche. Mais oui, parce qu'il y a toujours un déséquilibre par rapport au rapport de force. Voyez ? Alors, pour aller plus loin dans ce que vous disiez, effectivement, la question est si on dit, disons, les grands médias ont compris la ressource qui était de mobiliser l'émotionnel, les faits divers, les crimes. Je crois que personne ne peut nier la place de plus en plus grande qu'occupent ces éléments-là dans notre actualité. Même les chaînes publiques, vous ne pouvez plus ouvrir votre télé aujourd'hui, même sur les chaînes publiques, sans qu'on commence par une inondation, par la sécheresse, par le crime, par l'attentat, etc., etc. Il y a un climat comme ça d'angoisse qui est généré dans la population. Et quand je peux vous dire que dans les conférences où je vais dire aux gens, nous n'avons jamais vécu dans des sociétés aussi pacifiques que la nôtre, les gens ne me croient pas. Pourtant, il y a les statistiques, si vous prenez les statistiques de la criminalité, les crimes de sang, il y a une diminution très nette. Nous sommes, quand je parle de ma génération, qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale, la première qui n'a jamais vécu directement la guerre. Donc vous avez des changements qui vont dans le sens d'une pacification de nos sociétés. Mais si vous branchez votre télé, vous n'avez que des choses catastrophiques, etc., parce que c'est ça qui fait l'audience. Et donc ils sont tous à courir derrière tout ça. Alors,
Alors, dire, bah oui, mais alors là, on est condamné si on ne va pas dans ce sens-là. Voilà. Si, parce qu'on peut aussi jouer sur l'émotionnel humanitaire. C'est d'ailleurs ce qui a été fait aussi dans l'histoire, vous voyez, ou ce qui se fait aujourd'hui. Quand les militants des associations qui luttent contre justement le fait que des enfants ne soient pas accueillis dans notre pays parce qu'on refuse leur l'entrée et qu'ils meurent en Méditerranée, là, vous allez toucher la fibre humaine des gens. C'est plus le national qui compte, c'est l'humanité. Donc il faut aussi jouer sur cette ressource-là, même si on peut dire « ah, c'est un peu simplifié, c'est un peu ceci, c'est un peu cela », rationnellement on peut toujours critiquer, mais il faut jouer sur cette logique qui vise à toucher donc la logique émotionnelle pour justement élargir cet espace-là. Et si vous combinez ça en disant que finalement, c'est pas parce qu'on va accueillir un peu plus de réfugiés qu'avant que ça va changer quoi que ce soit du côté de notre avenir, puisqu'on sait très bien que les vrais problèmes économiques, ils sont dans les profits que font aujourd'hui les milliardaires, les multinationales, etc. Donc il y a toujours un jeu entre les explications qu'on va apporter pour expliquer les problèmes d'une société. Vous voyez, c'est un jeu, voilà. Mais je pense qu'on peut aussi mobiliser des ressources émotionnelles pour élargir donc l'espace des idéaux humanitaires dans notre vie, société actuelle. Oui. Bonsoir. Là, tout au fond. Ouais. Alors moi, je vais essayer de faire plus rapide. Il y a deux parties. Il y a une partie sur... on a beaucoup parlé, en tout cas vous avez beaucoup parlé à faire une comparaison avec l'antisémitisme, qui paraît important de faire ça. Par ailleurs, moi je trouve que justement le fait de ne pas assez parler d'islamophobie, de négrophobie, c'est ce qui fait justement une excuse pour une fabrication de l'ennemi intérieur ici en France et pour valider des réimpérialistes, parce que ce qui fait que maintenant on a tellement peu d'empathie vis-à-vis des Palestiniens, Palestiniennes qui se font bombarder, vis-à-vis des Syriens, Syriennes, vis-à-vis des Irakiens, Irakiennes, vis-à-vis des Yéménis, Yéménites, je veux dire tous les pays à grande dominante musulmane qui se sont fait attaquer par les forces impérialistes dernièrement, c'est aussi l'islamophobie. C'est aussi ça. Du coup, est-ce que ça vaut pas le coup de mettre vraiment le paquet actuellement, de parler beaucoup plus d'islamophobie, de racisme, mais plus la partie racisme anti-arabe et racisme anti-personnes noires? Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, le sous-titre de votre livre, c'est la part sombre de la République. Est-ce que ça vaut pas le coup de ne plus parler de République? Parce que la République, c'est le CESEDA, c'est le Code des étrangers du séjour, ça veut dire que c'est des lois exceptionnelles racistes, c'est les centres de rétention, c'est les frontières, c'est la financiation de Frontex, c'est la loi Darmanin, c'est les violences policières, c'est les assassinats racistes, c'est les prisons, c'est les violences dans les quartiers populaires, c'est le fascisme, c'est le maintien des intérêts des dominants. Enfin, je veux dire, la République, c'est tout ça, c'est les lois islamophobes dans les écoles publiques, dans l'éducation nationale. Du coup, au bout d'un moment, pourquoi on a toujours cette tendance à dire il y a la République et puis il y a la part sombre de la République, quand la République, c'est justement les lois qui garantissent le maintien du patriarcat, du colonialisme et du capitalisme, tout simplement. Du coup, est-ce que ça vaut pas le coup de critiquer la notion de la République? Merci. Alors, dans ce cas-là, il n'aurait jamais fallu parler de République, puisque ce que vous dites, c'est pas nouveau. Voilà, c'est le problème que dès le départ, le colonialisme, c'est pas né aujourd'hui, c'est justement lié à l'émergence de la Troisième République. Toutes les lois que vous indiquez, elles étaient bien plus graves dans le passé. Hein. Donc il y a une régression aujourd'hui, comme je dis, c'est une régression relative, c'est une régression par rapport au progrès qui avait été accompli depuis les années, je dirais, 60-70. Mais quand on compare avec les années 30, quand on compare avec la période d'avant 14, etc., on voit bien que la République, elle en a eu, elle a une grosse part de responsabilité dans les formes de discrimination qui se sont développées. C'est pour ça que la notion de valeur de République est sans arrêt énoncée. Aujourd'hui, elle est éminemment contradictoire. Mais là aussi, il y a aussi eu des gens qui sont morts pour défendre les valeurs de la République, pour les valeurs de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il ne faut pas les jeter aux oubliettes. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez proposer, à part un discours hyper critique où on aligne comme ça toutes les notions politiques, etc., extrémistes, c'est le problème du réalisme aujourd'hui. Le réalisme, alors, le problème aussi, dans l'opinion, j'entends, parce que faire des discours, donner des leçons aux gens, etc., c'est facile, mais quel impact ça aura dans l'opinion? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'on parlera plus
Il faudrait le faire, sans doute. Hein. Moi, je vous renvoie à mes bouquins, mais j'ai fait de longues analyses sur ce qui m'apparaissait, moi, comme une contradiction par rapport aux idéaux républicains qui étaient affichés, avec toute ces polémiques qui ont duré plus de 14 ans sur le foulard, le voile islamique, etc. Pour moi, c'est contradictoire avec l'idéal de la laïcité tel qu'il a été défendu par les gens progressistes de cette époque-là. Donc j'ai beaucoup donné là-dessus. Je sais très bien qu'on est aujourd'hui dans une logique où tout ça est masqué par les forces dominantes, etc. Donc voilà, mais il y a aussi le fait que les gens ont en tête les crimes qui sont commis par des gens qui se réclament de l'islam, etc. Et le fait que ce soit constamment utilisé par les médias de droite, d'extrême droite, a un impact sur la population. Et on doit jouer avec tout ça pour essayer d'avancer dans le bon sens. Mais c'est vrai que ce sont des choses très, très compliquées. Moi, je l'ai vu, même pour ce livre, certains, y compris des gens, disons, des intellectuels bien en cours, on pourrait dire, journalistes au Monde, etc., m'ont accusé d'avoir utilisé le mot islamophobie. On n'aurait pas le droit aujourd'hui d'utiliser ce mot d'islamophobie parce que ce serait cautionner les terroristes. Donc si vous acceptez ça, vous voyez, voilà, c'est plus possible, je dirais, de faire son travail, parce qu'il faut bien nommer les formes de discrimination qui existent dans une société en utilisant le vocabulaire qui existe, etc. Donc il y a effectivement là-dessus des difficultés, mais moi j'interviens ici pas en tant que militant, j'interviens en tant que chercheur engagé. Chercheur engagé, c'est-à-dire que je me tiens à distance de la manière dont les militants politiques, comme vous venez de le faire, présentent la situation, pour essayer, vous voyez, que le travail que j'ai pu faire, parce que moi j'estime que c'est ce que je dois aux gens grâce auxquels je suis payé. Parce que c'est en tant que fonctionnaire, c'est avec l'argent des citoyens. Donc je dois apporter quelque chose d'un peu spécifique, qui est lié à mon travail, c'est la valeur travail. Quand vous avez travaillé 30 ans sur un sujet, vous pouvez énoncer des choses voilà, qui sont le produit de votre travail. Ça, c'est une valeur progressiste, je dirais. C'est pour ça que moi, je refuse systématiquement d'intervenir publiquement sur des sujets que je n'ai pas étudiés. Parce qu'en tant que citoyen, je n'ai pas de lucidité plus grande que n'importe qui. Mais sur les questions sur lesquelles j'ai travaillé, je me dis, je peux apporter ça comme connaissance, puis après, les gens, ils en font ce qu'ils en veulent. Ce n'est pas à moi de trancher les sujets politiques. Vous voyez, et c'est extrêmement difficile de défendre aujourd'hui cette position-là. Hein, parce que souvent, vous voyez, toutes les semaines, moi, des gens me sollicitent pour signer des pétitions. Mais je me dis, souvent, je dis non. Ce n'est pas parce que je ne trouve pas que ce soit important, la cause, etc. Mais je me dis, de quel droit je vais encore mettre mon nom sur un truc, vous voyez, alors que ça ne correspond pas à mon travail. En revanche, sur la manifestation dont vous parliez tout à l'heure, j'ai signé. Oui, parce que ça touche à un domaine, cette question de l'immigration. Je peux dire, preuve à l'appui, pourquoi je soutiens ça. Vous voyez, ça c'est une forme aussi de déontologie et de respect aussi des citoyens qui amènent à distinguer les rôles. C'est extrêmement difficile quand on est un chercheur engagé, parce que chercheur engagé, ça veut dire qu'on croit quand même à l'utilité des connaissances qu'on produit. Hein, mais voilà, la frontière entre le politique et le scientifique, elle est étroite, et souvent on va me rétorquer que je ne suis pas assez engagé, que je ne soutiens pas assez telle ou telle cause, etc. Mais on voit bien quand même les divisions aujourd'hui, bien plus grandes. Moi, quand j'ai commencé à militer dans les associations antiracistes, on était les gens qui luttaient contre l'antisémitisme et contre le racisme, l'islamophobie, etc. On ne faisait pas tellement la différence. On appelait ça lutte antiraciste. Et puis petit à petit, on voit bien aujourd'hui, alors avec vous disiez tout à l'heure, ce qui s'est produit en Israël et en Palestine actuellement, eh bien là, on a vu exploser, je peux vous dire, au sein même de mes centres de recherche, des affrontements extrêmement violents entre ceux qui vont prendre la défense d'Israël, ceux qui vont prendre la défense des Palestiniens, etc. On est confronté à ça, et pour maintenir une sorte d'autonomie de la réflexion savante, ça devient très difficile, mais je crois que c'est nécessaire, parce que sinon, eh bien, autant liquider, supprimer les sciences sociales. Certains le souhaitent. Vous savez qu'on n'est pas tellement bien vu. Hein, quand on est traité d'islamo-gauchiste, etc., etc., c'est bien parce qu'on a des gens qui nous ont dans le collimateur. J'ai parlé de Zemmour, il n'est pas le seul. Hein. Donc nous, notre meilleur argument, c'est de dire on produit des connaissances, on se tient à distance,
voilà, de l'action politique, même si on peut en tant que citoyen être engagé politiquement, et en même temps ne prétend pas à l'objectivité avec un grand O. Parce que toute recherche, évidemment, elle est dépendante d'un point de vue sur le monde. C'est pas pour rien si les uns vont travailler sur l'immigration et sur les autres sur la noblesse du XVIIIe siècle. Je veux dire, il y a des, quand vous creusez un peu la biographie des gens, vous vous rendez compte que c'est souvent lié à leur propre histoire personnelle. Hein, et que souvent, d'ailleurs, la recherche, ça vous permet de prendre une distance par rapport à votre histoire personnelle. C'est aussi une thérapie, je dirais, utile parfois. Vous voyez ? Donc il y a aussi cette dimension-là qu'il faut reconnaître honnêtement, hein, pour dire oui, mon point de vue, il est lié, voilà, à une sorte de préférence que j'ai accordée à tel ou tel sujet par rapport à tel ou tel sujet, mais en même temps, eh bien, je suis autonome, c'est-à-dire les questions que je pose ne sont pas les mêmes que celles que posent les militants, les politiciens, les journalistes, etc. Sinon, il n'y a plus besoin de notre métier. Et je pense, dans une démocratie, c'est important de le maintenir. C'est pour ça que je regrette aussi qu'aujourd'hui, il y ait ce défilé constant à la télé d'experts en tout genre qui viennent nous dire ce qu'il faut qu'on pense, ce qu'il faut qu'on fasse, ce que pensent les Français, etc. etc. C'est aussi un enjeu, à l'intérieur même de nos disciplines, de maintenir cette distance par rapport au pouvoir médiatique ou politique. Une partie de ce que vous avez développé, des discussions que nous avons là, tourne autour de l'idée, de la question du problème, de comment se fait-il que les arguments rationnels n'arrivent pas à porter dans l'opinion. Par exemple, nous savons tous ici que la Terre tourne autour du Soleil. Sauf les physiciens parmi vous, je pense que personne n'est capable de me donner un seul argument expérimental, là, maintenant, tout de suite, pour me dire que ce n'est pas l'inverse. Il suffit que je sorte dehors, je vois bien que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Comment se fait-il qu'on croit tous à ça? Bon, il existe très peu d'arguments expérimentaux. Il en existe un, je vous le donnerai enfin si vous êtes intéressé à la chose. On peut partir de là. Comment ça se fait qu'on croit tous à ça? Parce que notre engagement à ce propos a disparu. Il fut un temps où c'était une question majeure. Savoir si la Genèse était vraie, savoir si la Bible, ça a disparu. Donc, ces arguments rationnels-là, c'est ce que vous avez développé. Il est hors de question d'y renoncer. Mais la question, c'est comment ça se fait et pourquoi ça ne passe pas. Et une des raisons pour lesquelles ça ne passe pas, c'est qu'on est confronté en face à des gens qui tournent la question d'une manière différente. Expérience personnelle. J'ai été élu avec un maire de secteur, ça s'appelle ça le secteur à Marseille, qui s'appelle Stéphane Ravier, ça vous dit quelque chose, élu d'opposition, je précise tout de suite. Bon, et un jour, je dis donc à ce maire, je lui dis, écoutez, monsieur le maire, on habite dans le 13e et 14e arrondissement de Marseille, vous êtes pour la préférence nationale, moi je trouve que c'est une barbarie. Mais de toute façon, ce n'est pas la question, il y a 7% d'étrangers. Et donc, on peut parler au nom de 93%. Il me dit, mais d'où vous sortez ça, monsieur ? Et je lui dis, d'où je sors ça? De l'INSEE. Et il me dit, exactement ce que vous retrouvez dans tous les discours-là, oh, l'INSEE. Voilà. Donc, évidemment, là, bon, on est complètement démunis, parce qu'on dit, ben oui, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que l'INSEE? Bon, des gens qui ont travaillé, qui m'ont dit, et il me dit, monsieur Joshua, c'est mon nom, sortons ensemble, et vous allez voir s'il y a 7% d'étrangers, et si je sors dans le 13e et 14e arrondissement, je sais très bien ce que je vais trouver. Je vais trouver des Arabes, je vais trouver des Noirs, etc. Et donc, par définition, c'est des non-français pour lui. Oui, oui. Et donc, cette question tourne en rond. Alors, pour sortir de ça, bien sûr, il y a la question, quand on est complètement dos au mur, il y a la question élémentaire, qui est la question humaine. Ça c'est vrai, parce que si on lâche, y compris là-dessus, alors vraiment, c'est l'enfer complet sur Terre. Mais ça n'est possible que ce soit... On ne peut être en contre-offensive, et pas seulement sur la défensive, c'est ce que vous avez dit par ailleurs, que si c'est mélangé comme soubassement à un projet général qui emporte l'adhésion. Alors je reviens et je conclue sur le « eux » et le « nous ». La question, ce n'est pas « eux » et « nous ». Bien sûr qu'il y a un « eux » et un « nous ». La question, vous l'avez dit, élargir notre « nous ». C'est-à-dire, la question, c'est qu'il n'y a pas le bon « nous » qui est constitué, et pas suffisamment vaste de ce point de vue-là. Alors évidemment, on va retomber sur le marxisme, la question de classe et toutes ces questions-là qui sont à la base. Mais
ce nous-là, on n'arrive pas à montrer un programme, un projet, une vision qui soit à l'échelle de toutes ces questions-là. Et c'est le problème sur lequel on bute. Là. Et ce n'est pas seulement français, malheureusement, parce que bon, c'est international, la gauche est mal en point partout. Bon. Mais il faut toutes ces questions. Et pour revenir au départ, on ne peut pas finalement avoir ce projet en définitive fondé sur la même manière que les réactionnaires le font, c'est-à-dire on ne peut pas abandonner les questions du travail que vous faites et des questions rationnelles. Dans toute l'histoire de la gauche, quand elle a été puissante, c'est qu'elle a été capable de mélanger toutes ces questions-là en même temps. C'est-à-dire que la raison était avec nous, la science était avec nous, l'espoir était avec nous, et la société qu'on voulait bâtir, elle était une société pour tout le monde. Et juste une petite question sur la République. Soyons, attention, en juin 1948, la République a fait un massacre, juin 1848, excusez-moi, la République a fait un massacre absolument inouï dans les rues de Paris. Bon, et quand il y a eu la Commune de Paris, quelques années plus tard, les gens n'ont pas dit, donc ça c'est la République. Ils ont dit, nous allons faire la République, mais la République sociale. Il ne faut surtout pas leur abandonner cette question-là. C'est une défaite supplémentaire qui s'engagerait sur l'affaire. Oui, vous avez raison sur tout ce qui se dit au nom de la République, vous avez entièrement raison. Et la laïcité, c'est encore pire. Enfin, c'est pareil, quoi. Bon, ils nous prennent la laïcité et puis bon, ils vont taper ça sur les musulmans. Enfin, vous connaissez tous l'affaire. Bon, mais est-ce qu'on va abandonner la laïcité pour autant? Non. La République, c'est pareil. Mais excusez-moi, je suis un peu long, mais cet aspect de comment on peut mélanger tous ces aspects des choses. Et le problème, c'est que le point central du eux et du nous, c'est ce qui nous manque désormais. Ce nous est trop éclaté. Et il faut savoir comment on peut arriver à le mettre ensemble. Je voulais juste, justement, pour vous donner une illustration de ce que vous venez de dire, justement, c'est la dernière intervention que j'ai faite à la télévision, c'est une émission du soir qui s'appelle C'est politique ou c'est je ne sais plus quoi, c'est ce soir. Et là, j'ai été confronté à quelqu'un qui était universitaire, qui me soutenait. Donc, c'était l'idée qu'on n'avait jamais eu autant d'immigration en France, etc., etc. Et tout son raisonnement était fondé sur une confusion. Et je me souviens qu'on était un certain nombre à la combattre entre le mot étranger et le mot immigré. Vous voyez? Ça, il y a une manipulation du vocabulaire contre lequel on se bat, parce que, vous savez, dans la définition qui est malheureusement maintenant aussi celle de l'INSEE, de l'immigré, parmi les immigrés, vous avez des gens qui sont français. Emmanuel Valls, par exemple, officiellement, administrativement, c'est un immigré. Hein, puisque né en Espagne, voilà, et après devenu français, etc. Donc évidemment, le nombre des immigrés va être bien plus grand que le nombre des étrangers. Mais traditionnellement, dans la République, dans le droit républicain, on définissait les gens par leur nationalité. Et il y a eu un recul, là encore, de la République, parce que dans le mot immigré, vous intégrez des gens qui sont définis par leur origine, qui sont français, mais on va les repérer par leur origine. Alors que dans le droit républicain, dans les valeurs républicaines, c'était la nationalité. Vous voyez, c'est le droit, donc, juridique, la position que vous avez par rapport à la nationalité. Donc, si vous comparez des statistiques d'autrefois qui étaient construites sur la base de la nationalité avec des statistiques d'aujourd'hui qui sont construites sur la base de l'immigration, du nom d'immigrés, vous allez avoir, évidemment, vous allez vous dire, oh là là, ça a explosé, mais simplement parce qu'on a modifié les catégories de la statistique. Hein. Donc, ce que j'ai montré, c'est que si vous comparez le chiffre de 1930, le nombre des étrangers en 1930 en France et le nombre d'étrangers en 2020 en France, vous n'avez pas de progression. Il y avait autant d'étrangers dans la population en France en 1930 qu'aujourd'hui. Ce n'étaient pas les mêmes populations, mais voilà, il n'y a pas d'augmentation. Mais ça, vous comprenez, pour faire passer ça, ne serait-ce que dans une émission de télévision, vous avez 30 secondes pour répondre aux conneries qui sont balancées, c'est quasiment impossible. Donc voilà, mais je suis d'accord avec vous, il faut aussi maintenir cette bataille. Il ne faut pas se dire que c'est inutile, etc. Même si ça ne passe pas, il faut être ferme. C'est ce que font d'ailleurs. Beaucoup de mes collègues sont intervenus là-dessus. Mais voilà. Alors, je suis désolée, on va être tenu par le temps. On va encore prendre 3 questions et ensuite on arrêtera. Donc, il y en a une devant. Carole ? Bonsoir.
Alors du coup, ça met un petit peu la pression, hein, s'il ne reste plus que 3 questions. D'autant plus que les miennes sont sans doute beaucoup plus simples. Je voulais savoir si... est-ce que vous pensez qu'une conférence comme la vôtre, qui par ailleurs était très intéressante, est-ce qu'elle aurait pu avoir lieu dans une autre commune, par exemple dans une commune administrée, pourquoi pas par éventuellement les Républicains, Reconquête ou encore le Rassemblement national? Ça, c'est la première question. Et puis la deuxième, du coup, qui contrôle en fait ce que je peux appeler, on va dire, la programmation ou la ligne éditoriale, quoi. Enfin, de ce type d'intervention-là que vous venez de donner. Alors, première question, la réponse c'est oui, ça nous arrive d'intervenir dans des communes qui sont administrées par des maires ou d'extrême droite ou de droite, oui, on a été à Orange, on a été, voilà, mais ce sont évidemment des militants de gauche qui nous invitent, quoi, des associations, etc. Mais voilà, et parfois ils galèrent pour trouver une salle, pour, voilà. Mais on s'appuie, heureusement, on n'est quand même pas dans une dictature dans ce pays et on peut encore... oui, alors là, ça peut être plus compliqué, oui. Oui. Voilà, mais il y a des... Enfin, ça dépend après des contextes. Hein. Des contextes, il peut y avoir... Parfois, il y a des gens qui ils veulent se donner une bonne caution. Ils vont dire, vous voyez, comme on est ouvert, comme on est démocratique, on a même invité cet horrible gauchiste de Noiriel. Truc. Voilà, ça peut être variable. Mais on a aussi, Martine pourrait aussi en témoigner, parfois, des gens nous disent, on n'a pas trouvé de salle. Ça existe aussi, hein, donc on est dans des... Voilà, il y a des logiques d'enjeux de lutte, évidemment, par rapport à tout cela. Alors ensuite, à votre deuxième question sur la ligne éditoriale, je n'ai pas compris, c'était par rapport à nous, qui... Ah, ah oui. Personnes qui vont intervenir, pourquoi pas au sein de la médiathèque ou dans un autre endroit public, au sein d'un théâtre, au sein de sa commune. Oui, oui. Ah bah ça, c'est forcément... Là, nous, on est un peu extérieur à tout ça, mais on voit bien selon les endroits. Parce qu'une fois, on avait fait auprès de lycéens, justement, une conférence théâtralisée. Et il y avait alors c'était dans une ville de banlieue du 9-3, je ne sais plus laquelle, etc. Et puis, il y a un élève qui dit, mais vous nous racontez tout ça sur la discrimination, mais on connaît par cœur. Et il disait, mais il faut aller raconter ça aux gens à Neuilly. Alors, on lui a dit, oui, mais à Neuilly, on ne nous a jamais invités, quoi. Donc, vous voyez, il y a un petit peu cette question, effectivement, que voilà, les endroits où peut-être ce serait le plus utile d'aller, encore, voilà, faudrait-il que les gens nous invitent. Il y a effectivement, là, des pressions politiques, il y a des formes d'inégalité qui se produisent. L'avant-dernière. Bonjour, oui, ici. Oui, oui, oui. Du coup, oui, ma question pourrait paraître simple, mais elle est un petit peu plus complexe que ce que les gens pourraient penser, parce qu'en fait, ce serait le résultat de toutes ces années de recherche que vous avez pu faire, ou en tout cas une partie. Je voudrais savoir comment est-ce que les gens d'aujourd'hui pourraient faire pour défaire cette image de méchants musulmans ou encore de méchants juifs. Comment pourraient-ils faire pour défaire cette image-là ? Si je me réfère à l'histoire, je pourrais vous dire que tout n'est pas forcément perdu d'avance. Puisque dans le passé, vous savez, j'ai écrit un livre sur le massacre des Italiens à Aigues-Mortes en 1893. Donc le discours sur les méchants italiens, il a été extrêmement fort en France. On peut dire même statistiquement que avec les Algériens, bien, les Italiens sont ceux qui ont payé le plus lourd tribut en termes de morts, hein, d'émigrés tués. Donc il y a eu un discours anti-italien en France qui a existé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Or aujourd'hui, quand on dit ça,
on dit mais non, ou même les Belges. Il y a un livre qui s'appelle « Ah bah les Belges » qui raconte comment les Belges ont été expulsés des mines du nord de la France à la fin du 19e. Maintenant, on nous dit nos amis belges, hein, les sœurs latines, vous voyez, etc. Il y a une reconstruction de l'histoire. Donc, ce que j'espère, c'est que ce que vous disiez, là, cette espèce de regard négatif qui est porté sur les musulmans, il ne faut pas généraliser, mais qui existe et qui est peut-être majoritaire, en tout cas dans les médias, etc., qui finira par s'estomper. Hein. Il s'estompe aussi. Je pense que ce discours, c'est plus le même que celui des années 60-70. Vous savez que l'une des chances de la France, c'est que c'est un des pays où il y a le plus de ce qu'on appelle les mariages mixtes. Dans énormément de familles aujourd'hui, vous avez justement des gens, c'est le cas dans ma famille, moi j'ai une de mes filles qui est mariée avec un gars d'origine kabyle, j'ai un petit-fils qui s'appelle Malik, etc. Enfin, c'est des réalités qui existent dans des millions de familles. Et je sais aussi, par ailleurs dans ma famille, des gens qui étaient plutôt dans cette logique anti-musulmane, etc. Il se trouve qu'ils ont une de leurs filles qui a rencontré un étudiant qui était, etc. Et leur discours a changé. Et je dis souvent que peut-être le procédé le plus efficace pour l'intégration, ce n'est pas la politique, c'est l'amour. Voilà. Donc, encourageons l'amour contre la haine. Voilà. J'hésite à intervenir parce que c'est une conclusion que je trouve admirable, mais un sujet tout à fait très secondaire dans tout ce que vous avez traité. J'adhère complètement à votre perception du rôle que jouent les faits divers, etc., dans les médias et tout. Juste dans l'énumération, mettre les inondations et les sécheresses au même niveau, que ce soit traité en tant que faits divers, est une chose. Mais après, dans l'énumération, ça m'a assez surpris que ce soit tout à fait sur un même plan que d'autres. Oui, non, là je suis obligé d'aller très vite, je dirais, dans l'analyse. Mais si vous voulez, c'est par rapport, qu'est-ce que quelqu'un qui ouvre sa télé le soir, qu'est-ce qu'il apprend? Quand je vais dire, la plupart du temps, c'est l'inondation, le truc, et ils tendent le micro et il y a quelqu'un qui dit « on n'a jamais vu ça ». Vous avez tous observé ça. C'est systématique, à tel point qu'on en rigole d'ailleurs maintenant. Donc il faut qu'on n'ait jamais vu ça. Si le jeune journaliste ou la jeune journaliste qui est là, qui tend son micro et elle ne trouve pas quelqu'un qui va lui dire « on n'a jamais vu ça », ce sera raté, son reportage, il ne va pas avoir... Voilà. Donc, il y a cette logique, vous voyez là, c'est ça que je voulais surtout dire. Après, il y a une hiérarchie des événements, etc. Mais tout le traitement des faits divers, des crimes, des attentats, etc., il est un petit peu sur cette logique-là, qui est fondée sur l'oubli du passé, très souvent. Hein. Le scoop, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, qui nous mène dans un... Voilà, et donc qui est inquiétant, parce qu'on ne l'a jamais vu, et c'est dramatique, etc. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je voulais mettre en avant, parce que c'est au détriment de la raison, de la connaissance. On n'apprend rien. On n'apprend rien, c'est toujours la même chose, c'est répétitif, vous voyez. Donc pour nous, c'est choquant par, je dirais, l'idéal qu'on a de transmettre une connaissance ou une information. C'est surtout ça que je voulais insister, souligner, plutôt que d'entrer dans les détails. Voilà, je suis désolée. Merci. On va s'arrêter là. Juste une dernière info, cette conférence a été enregistrée, donc vous pouvez la retrouver prochainement sur la chaîne YouTube de la bibliothèque. Bonne soirée.